Et l'autre aspect de tout ce travail aussi, parce que plein de gens me posent la question, mais comment se fait-il que vous continuez à photographier Taipei, ça fait 20 ans que vous êtes là, vous n'en avez pas marre, toujours vous êtes tout le temps là à faire les mêmes photos du même Taipei. Mais finalement, pour moi, c'est cette fonction thérapeutique, et peut-être même, sans vouloir me risquer dans des sphères que je ne maîtriserai plus, existentielles, de me dire que je suis vraiment à Taïwan, que c'est vraiment ce que j'ai cherché à expérimenter en venant m'installer ici. Et chaque jour, j'ai besoin de me redire que oui, c'est ça, et il me faut des preuves, et je dois les enregistrer, et chaque moment d'enregistrement de ces preuves émotionnelles qui ne sont pas strictement ce que je vois, et ça rejoint le propos de Suzanne Sontag, selon laquelle une photo en soi ne veut rien dire, mais c'est peut-être autre chose que ce que l'on voit sur la photo, voilà, me rassure. Et peut-être que si je suis encore à Taïwan au bout de 20 années à continuer à photographier de Taïwan, c'est peut-être parce que je ne suis venu faire que ça, mais sans oser me l'avouer, parce que sinon j'aurais jamais pris ce risque dément de faire 14 000 km pour m'installer dans un pays uniquement pour photographier pendant 20 ans, et pourtant c'est ce que je fais. Est-ce que c'est une autre référence peut-être à Sontag pour être intéressant là, elle dit toutes les photographies sont des memento mori. Memento mori, c'est comme ça qu'on appelait les peintures du XVIe, XVIIe siècle, qu'on appelait les peintures des vanités, et qui avaient pour fonction, pour les religieux, de leur rappeler la brièveté de l'existence. Memento mori, je me souviens que je vais mourir, ou je me souviens que nous sommes mortels. Est-ce que c'est ce que tu as dit d'une certaine manière? C'est pour te rappeler que tout est évanescent, que la mémoire est évanescente. Tu as dit aussi que c'était vain. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu le disais? Donc toutes les photographies sont des memento mori. Je pense que c'est particulièrement vrai pour la ville de Taipei, parce que... En plus, celle-ci est très picturale. La nature morte fait justement plus directement référence aux peintures des vanités. Chaque élément, chaque objet a une symbolique très forte. Il y a l'horloge, mais il y a aussi la théière peut-être, le calendrier, le chapeau, le taulier. Et puis d'autres éléments qui pourraient être commentés sur cette photo. Tout à fait. Nous, Français, nous avons vécu à l'ombre de l'éternité de la beauté parisienne, notamment. Et même dans les provinces françaises, etc. On est habitué à être en contact avec des bâtiments qui ont 200, 300, 500, 600 ans, et on est persuadé qu'ils ne bougeront jamais. Qu'ils étaient là avant nous, qu'ils seront là après nous. Et moi, quand je suis arrivé à Taipei, je pensais que c'était le cas de Taipei. La ville de Taipei que j'ai connue en 1999 et qui m'a immédiatement fasciné, je n'avais pas compris, je n'avais pas perçu que, en fait, on basculait d'un autre côté du globe, et surtout où on basculait du côté du règne de l'impermanence, auquel nous, en tout cas français, n'avons pas été préparés, puisque on nous raconte tout le temps que le royaume de France est éternel dans sa beauté architecturale. Je ne parle pas du reste, mais au moins dans cet aspect. Alors que j'ai vu que la ville qui m'avait convaincu de choisir Taïwan et d'y rester pour ce temps était en fait en équilibre sur un temps qui allait disparaître, qui ne restait pas. Et avec tout ce qu'on appelle le Tuken, enfin la régénération du tissu urbain, la reconstruction, la disparition du vieux Taipei, j'ai pris conscience de cette impermanence de la ville, ce qui m'a fait remettre en cause profondément le rapport qu'on a aux pierres qui restent, le rapport qu'on a au patrimoine architectural, le rapport qu'on a à tout ce qui fait l'identité culturelle d'une ville, qui en fait, à Taïwan, et j'étais assez tourmenté par ça, ne reste pas, mais s'en va. Au fur et à mesure des reconstructions, au fur et à mesure du progrès économique, au fur et à mesure... Bref,
ça pose la question aussi de la mémoire affective, ça pose la question de l'attachement à ces pierres, et aussi aux ombres, aux espaces, aux lumières qui sculptent donc ces espaces. Et donc la photographie, vis-à-vis de Taipei, pour moi, a une fonction encore plus importante, puisque, pour le coup, ce que j'ai adoré va disparaître. Donc l'acte photographique devient de plus en plus nécessaire, et on est poussé par une force de plus en plus absolue, parce que finalement on s'aperçoit effectivement qu'on tient... je pensais que les villes étaient là avant nous et seraient là après nous, mais je m'aperçois que de ce côté de la planète, finalement, les villes peuvent parfois partir avant nous, et même arriver après nous et partir avant nous. Et pour moi c'est profondément traumatique, parce que donc, ça pose la question de mon rapport affectif aux espaces, à la ville, et donc il faut la photographier, parce que qu'en restera-t-il sinon? Effectivement. Et donc dans les... je rebondis sur cette idée d'évanescence des choses, de référence à la peinture des Van Gogh et au Memento Mori. Il y a un autre élément, un autre thème qui est récurrent, même plus récurrent que les horloges, et en apparence peut-être moins spectaculaire. C'est une version moderne d'une thématique des vanités, qui est celle de la bougie dans l'obscurité, qui prend la forme dans tes photos, et les néons qui reviennent sans cesse. Tu peux prendre celle de la page 55, mais il y en a plein d'autres, parce qu'on voit un personnage qui est solitaire sous les néons. Voilà, celle-ci. Par exemple, oui. C'est celle-ci. Il y en a d'autres. On peut prendre celle-ci. Oui. Donc des néons, et donc ce serait, on peut l'interpréter comme ça, c'est d'ailleurs comme ça que tu l'as interprété dans ton introduction, un peu comme les bougies des tableaux de Georges de Latour. On voit où la lumière vient systématiquement d'une bougie, et cette bougie représente, symbolise la fragilité de l'âme humaine, qui est en proie aux affres de l'existence et qui peut disparaître d'un moment à l'autre, un coup de vent, à Taïwan un typhon ou autre, mais qui prend la forme donc, dans des photos de néon. Est-ce que tu l'interpréterais aussi comme ça, ouais, par exemple celle-ci. C'est à celle-ci que je pensais en fait, particulièrement. La solitude, un homme seul à une table, sous des néons. Donc il y a une dimension finalement spirituelle. Merci Yvan. Jusqu'à quel point elle est spirituelle, on n'a pas le risque de me prononcer. Mais une chose est sûre, c'est qu'en plus du temps qui passe, dans toute ma démarche photographique, un autre élément est très important, et là pour le coup il est strictement lié à Taïwan, à l'Asie, c'est effectivement ces lumières blanches de ces néons au mercure qui, disposés d'une telle manière dans les rues de Taipei, de moins en moins maintenant malheureusement, mais avant, m'ont toujours fasciné. La qualité de la lumière est tout à fait particulière, parce qu'elle me renvoie aussi à mon enfance dans les Antilles, où on avait ce même type de néon, cette lumière blanche, donc des nuits d'ébène très noires, qui créaient comme ça des ronds de vie dans la noirceur du soir. Et j'ai retrouvé avec beaucoup d'émotion ces ambiances à Taipei. Et ces néons, en fait, ont aussi un autre sens, c'est qu'ils nous éclairent, sans jeu de mots, n'est-ce pas, ils nous éclairent sur la manière dont les Taïwanais organisent, construisent et vivent leur espace à la fois public et privé dans les rues de Taipei, et la manière dont ces deux espaces parfois s'entremêlent, se superposent, et jamais ne se séparent absolument. Nous, en France, on fait une différence très stricte entre
la sphère privée et la sphère publique. Et on n'aime pas les mélanger. Tandis que ici, alors bien sûr, on peut digresser sur les raisons, soit sociales, soit économiques, soit culturelles, soit climatiques, mais il n'empêche que la manière à Taipei dont on vit les espaces publics, en tout cas dans le Taipei d'avant, pas dans celui de Shinichu ou autre, est mise en valeur par la présence de ces néons et par la manière dont ils sont organisés pour éclairer ou ne pas éclairer tel espace. Et un autre élément qu'il faut rajouter à cette lecture que je fais de la lumière, enfin du tube de néon, littéralement au tungstène, c'est le fait qu'en travaillant en argentique, en pellicule noir et blanc, avec une, alors je suis un peu technique mais c'est juste en passant, une mesure de lumière centralisée, non pas pondérée, qui fait la mesure de lumière sur la source lumineuse strictement et donc assombrit tous les pourtours de la scène. En fait, cette réaction chimique en noir et blanc, ce type de lumière, grâce à la réaction chimique de la pellicule, me séduit profondément. Alors bien sûr c'est une affaire de poésie, bien sûr c'est une affaire d'esthétisme personnel peut-être, mais j'ai toujours été fasciné par ces ambiances lumineuses, avec cette lumière blanche dans des nuits d'encre qui sculptent des ronds de vie dans les rues de Taipei, dans les petites ruelles de Taipei. Et effectivement, on peut donc pousser ensuite la métaphore avec les vanités et la bougie qui vacille au vent et qui représente toute la fragilité de l'être humain, de l'existence, et finalement aussi, encore une fois, du temps qui passe, puisque la bougie se consume au point de s'éteindre. Donc, tout ce travail sur les lumières qu'on a dans cet ouvrage, et dans le précédent aussi, est très important pour moi, parce que c'est la porte que j'entrouvre vers l'espace onirique que je veux, que j'espère pouvoir écrire sur mes images. C'est justement ce ray de lumière, dans toute sa blancheur déjà obsolète, puisqu'on est à l'heure de la LED aujourd'hui, qui me donne l'illusion d'esquisser ce rêve éveillé, de me projeter dans des ambiances que j'imagine aussi vacillantes que celles créées par une bougie, et de dessiner cette espèce de Taipei dont je suis tombé amoureux et que je continue d'aimer malgré sa disparition presque programmée, pas par nous, mais par les autres, dans ces grands immeubles, et qui me permet donc de créer cette poésie à laquelle je suis autant attaché. Et ça devient de plus en plus difficile maintenant à Taipei de faire ce type de photos. Dois-je souligner en passant. Parce que, à un moment donné, la ville de Taipei, pas encore la ville de New Taipei, mais je pense que ça ne va pas tarder malheureusement, mais la ville de Taipei a décidé de remplacer tous ces vieux néons au tungstène qui ont cette poésie qui me transporte aussi loin et en même temps qui m'ancre dans cette ville, ont été remplacés par des LED qui sont soi-disant moins chers, mais qui sont un véritable cauchemar lumineux et médical aussi, puisque en général j'ai noté que les LED dans les rues de Taipei ne sont pas aux normes européennes, et donc leur puissance, on ne peut pas les regarder en face, c'est impossible, on se raye la cornée. Et en même temps, ça crée des espèces d'ambiances lumineuses de studios de télévision qui n'ont plus aucune poésie, puisque on est reprojeté dans cette espèce de modernité hurlante et autoritaire que je n'aime pas, mais je conçois que d'autres l'apprécient. Hein. Mais donc toutes ces photos, même les plus anodines, qui consistent à enregistrer ce type de lumière de nuit, deviennent difficiles à faire, voire impossibles. Et maintenant à Taipei, toutes les ruelles maintenant ont été remplacées par ces LED qui littéralement crèvent la pellicule, la déchirent, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté mes sessions de nuit en 2016.
Donc joli néon contre lumière LED. Bravo. Alors pour filer sur la symbolique un peu poétique et spirituelle, un autre élément ou autre effet récurrent dans tes photos, c'est la présence de fantômes, de silhouettes fantomatiques qui font un peu plutôt s'accommodent très bien de ces néons dans la nuit, de ces personnages inquiétants, solitaires, et qui montrent, alors pour le coup, c'est pas seulement les bas-fonds, mais plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'au-delà, c'est-à-dire de l'au-delà de ce qui est au plus profond de la ville. C'est comme si non seulement tu vois ce qu'il y a derrière les murs, dans les ruelles obscures, mais tu vas au-delà des murs et jusqu'à toucher voilà, à l'au-delà, donc au spirituel. Pourquoi? Littéralement parce que les fantômes sont des esprits. Et donc il y en a quelques-uns, par exemple, on peut voir, ça peut prendre une tournure carrément féerique avec le cochon qui sert de couverture, qui est lui aussi fantomatique, ou bien j'en ai relevé plusieurs, mais par exemple 69 ou 79, si on voit des personnages fantomatiques. Alors donc il y a un effet technique, j'imagine, à faire des temps de pause plus longs, c'est ça, pour capter ces silhouettes qui sont encore une fois évanescentes et qui laissent entendre qu'il y a une autre nature, une supranature, et un monde au-delà du Taipei que l'on voit tous les jours, celui de... Bon, tu nous fais voir autre chose. Est-ce que tu serais d'accord avec cette interprétation? Comment interpréter ces silhouettes fantomatiques? Donc le rythme du premier chapitre est justement organisé. Je peux, bien sûr. Je peux, mais pas trop vite. Je vais les trouver. Je vous laisse commenter. Donc, oui, le rythme en fait de ce premier chapitre est organisé autour de... Celui-là est fantastique. Littéralement fantastique. C'est pas un montage. J'ai bien croisé ce cochon. Un vrai cochon, oui, oui. C'est pas un chien qui a trop mangé. Je vais trouver d'autres silhouettes fantomatiques. Par exemple celle-ci. Oui. En fait, dans le rythme qui sous-tend ce premier chapitre, qui l'anime, et le fait de quitter les rivages du soir, ou encore on a quelques personnages du jour qui finissent de travailler ou qui vont bientôt finir de travailler, et de petit à petit m'enfoncer, voilà, m'enfoncer dans une ville où apparaissent petit à petit les gens qu'on ne voit plus le soir, qu'on ne voit plus le jour. Et ce que j'ai cherché à faire dans cette progression autour du premier chapitre, c'est de justement montrer le basculement très progressif, très lent, dans cette espèce de rêve où les gens que je croisais n'appartenaient plus au monde d'où je venais, c'est-à-dire le jour, et n'appartenaient qu'à la nuit, et de par leur appartenance à la nuit, il était impossible pour moi de finalement rentrer en contact avec eux. Et dans toutes ces photos, j'ai pris un soin particulier à faire en sorte qu'il n'y ait aucun, en anglais on dit eye contact, mais c'est un peu une insulte en anglais, de contact visuel dans le choix de ces photos, sauf au tout début, où le contact visuel existe, mais à travers un miroir,
qui est censé représenter cette idée que finalement, ce contact n'est pas vraiment réel, ce contact est imaginé et rêvé, ne fait pas partie de la ville d'où je viens, celle du jour, où les gens sont normaux, travaillent, se parlent, s'alimentent, etc. Et tous ces gens que j'ai mis en scène dans ce premier chapitre, en fait, existent par eux-mêmes dans leur monde et ne me voient pas. Et je ne peux pas les approcher, ou je ne veux pas les approcher. Et si je les approchais, ils ne pourraient pas rentrer en contact avec moi de toute façon, parce qu'in fine, je me trouve dans un rêve. Dans mon rêve de Taipei, dans le rêve de Taipei. Et ce premier chapitre est construit de cette manière, rythmé de cette manière, et c'est pour ça que aucun des personnages ne me regarde. J'aime beaucoup cette photo de gauche où j'ai pu l'approcher au maximum sans que on ait l'impression que je sois là en train de prendre la photo. Donc c'est une technique de portrait totalement différente que j'ai essayé de décliner dans ce premier chapitre. Et avec des gens rêveurs qui sont un peu flottants. Sont-ils les esprits de la nuit ou pas? Est-ce qu'on est dans le supranaturel ou pas? J'ai essayé de créer cette impression à travers cette image qu'on effleure leur présence, qui est flottante, qui n'est pas définie et qui peut s'en aller d'un moment à un autre. Et voilà, c'était aussi un exercice photographique d'arriver à les effleurer sans les déranger ou sans les saisir dans un face-à-face qui ruinerait cette dimension onirique, en quelque sorte. Mais de manière tout à fait honnête, ce n'est pas de manière consciente à la prise de vue que j'ai construit cette approche. Je l'ai faite de manière inconsciente, de manière intuitionnelle, répétée au cours de toutes ces nuits. Et c'est ensuite, en revenant sur toutes ces photos, que j'ai pu construire ce séquençage, cette idée, parce que finalement, je me suis aperçu que j'avais toutes ces photos à ma disposition pour le faire. Ce qui m'a donné une liberté de construction de ce séquençage, et ce qui nous renvoie donc aussi à l'acte de la prise de vue. À quoi pense-t-on quand on prend toutes ces photos? Pourquoi est-ce qu'on les prend? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on doit maîtriser jusqu'au millimètre près la prise de vue en pensant inscrire cette photo en page 76 parce que en page 75 j'ai déjà cette photo qui est prête et construire petit à petit? Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut se laisser porter par l'intuition, par la poésie, accepter de perdre son chemin, de ne plus savoir dans quelle direction on va. Et ça, c'est un luxe que permet Taipei, sur lequel je veux encore une fois insister, qui est une ville totalement sûre, une ville totalement... oui, où la sécurité atteint des niveaux qui m'offrent la possibilité de rêver les yeux ouverts dans ces ruelles les plus lointaines, dans les quartiers les plus soi-disant malfamés, alors que ça n'existe pas vraiment en fait, une chose radicalement impossible à Paris, dans d'autres villes françaises. Donc il y a tout cet aspect aussi qui est très important et qui m'a permis de prendre ces photos. Et voilà, c'est en ne cherchant pas à absolument attraper que finalement, sans s'en rendre compte, sans le savoir, et en laissant reposer ces photos plusieurs années, qui, comme le vin, certaines vieillissent bien, certaines vieillissent très mal. Donc on écarte celles qui ont mal vieilli. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que, en fait, on a pris toutes ces photos pour cette raison. Et pour ces raisons. Et un des aspects les plus enrichissants, les plus... qui permet de se nourrir de poésie, c'est aussi de retrouver le cheminement qu'on a eu en prenant toutes ces photos, plusieurs années après, pour comprendre ce qu'on a voulu faire, pour le retrouver, le faire remonter à la surface, et pouvoir le mettre en rythme et en image, comme j'ai essayé de faire dans ce livre. Oui, alors c'est intéressant ce processus que tu décris là. Pour revenir à Sontag, plutôt ça me fait penser à ce qu'elle disait,
quand elle disait que la peinture construit tandis que la photographie révèle. Mais ce que tu décris est un petit peu différent, puisque finalement tu parles de construction. A posteriori. Et oui, face au travail révélé, qui prend des années à être compris en fait. Oui. Même il y a un processus de révélation d'ailleurs qui est indépendant de l'état de volonté et que tu, par contemplation de ton propre travail d'observation. Oui, alors je n'irai pas jusqu'à la contemplation, mais... Bah, forcément, tu as vu... Bien sûr, c'est vrai que contemplation, c'est peut-être un grand mot, mais forcément, tu contemples les images et petit à petit, elles prennent leur sens quand tu les... Ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est pas la photographie en soi qui importe, mais c'est l'ensemble de ces photographies qui prennent sens côte à côte et que tu vas finalement, et ce sens-là, tu vas le construire. Ça peut prendre la forme d'une métaphore ou d'une série de symboles qui sont récurrents et qui vont, parce qu'ils sont intriqués les uns dans les autres, vont finalement faire émerger un sens et qu'il te faudra construire pour le transmettre. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Et ce sur quoi je voulais insister, c'est le fait que il faut attendre que notre intention se révèle dans nos images pour en prendre conscience et ensuite utiliser ces éléments pour construire le rythme. Et c'est toute la beauté de la photographie. C'est un plaisir immense qui ne s'arrête pas à la prise de vue, mais qui peut durer des années et des années parce que petit à petit, en regardant, oui, pas en contemplant, en regardant, voilà, on s'aperçoit de celui qu'on a été, comme une caisse de résonance des émotions. On s'aperçoit qu'on n'est plus non plus celui-ci, mais que ça reste. Maintenant, ça apparaît petit à petit, comme dans une chambre noire où on tire une photo. Petit à petit, ça arrive à la surface de l'image et on prend conscience de tout ce cheminement qu'on a eu malgré soi, de manière consciente ou non. Et d'après mon expérience, c'est que à la prise de vue, plus on est ouvert, plus on est prêt à accueillir, plus on ne cherche pas à contrôler, plus on cherche à recevoir et pas à contrôler, et moins on cherche à saisir, à s'emparer, mais plutôt que... et plus on cherche à recevoir, plus on produit un travail qui nous paraît absolument terrible sur le coup, mais qu'il faut justement laisser reposer plusieurs années, pour y revenir totalement changé et prendre conscience, comme un miroir, pas aux alouettes, mais un miroir du temps, où là on s'aperçoit que... Alors, malheureusement, ça ne marche pas pour toutes les photos, et plutôt pour moins que... Enfin, si ça pouvait marcher pour toutes les photos, ça serait bien, mais c'est pour ça que au moment de la prise de vue, il faut absolument vibrer de cette intensité poétique qui garantit peut-être le fait que, comme un bon vin, cette photo, peut-être 5 ans, 6 ans après, sera une bonne photo. Et c'est très important d'avoir cette posture, cette caisse de résonance, cette capacité à s'émouvoir, parce qu'effectivement, peut-être après... et souvent, les photos qu'on préfère comme ça, à chaud, on n'a pas entendu qu'elles refroidissent, sont peut-être celles qu'on écartera dans 2-3 ans, dans 5 ans après. Parce que c'est pour plein de raisons très complexes qui finalement participent du processus de la construction d'une image. Oui, c'est intéressant l'idée de caisse de résonance aussi et d'émergence progressive en fait du sens. Enfin, ça rejoint la même idée. Et peut-être que dans tes photos, il y a d'autres éléments qui vont qui relèvent de la même idée en fait. C'est les images dans les images. En fait. Il y a plusieurs types d'images dans les images. Les premières, peut-être les plus évidentes, c'est la présence des tatouages, puisque les tatouages sont des images qui sont dont tu photographies. Des images, tu fais des images, tu relèves des images dans les images. Ou l'autre chose, c'est les caractères mandarins aussi. Mais si on prend par exemple page 102 ou 119, oui.
43, 72, 73. Il y a plein de personnages, de personnes qui portent des tatouages. Oui.